transformation de l'OTAN. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir Pierre-Henri Chuet, vous êtes ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française, auteur du livre Au-delà du cockpit. Merci d'être avec nous également. Et bonsoir Benjamin Duhamel, du service politique de BFM TV. Regardez les images du jour, on va les commenter ensemble, Jean-Paul Paloméros. Où sont en ce moment les troupes russes, les chars russes, selon les Américains, ne seraient plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Et nous voyons des images à Skibin, ou encore à Borvari, où les Ukrainiens se félicitent d'avoir détruit le début d'une colonne de chars. Ce sont des images que l'on va sans doute voir dans un instant. Voilà, ce sont les images que nous voyons à l'écran. Comment nous les décrypter? Je sais que c'est compliqué. Vous savez, moi, j'ai pas une autre... Je regarde, j'essaye de comprendre dans une guerre qui est marquée par l'information, la désinformation, le manque d'information. Nous manquons prodigieusement d'informations sur cette guerre. Mais ce dont je suis persuadé, pour reprendre, je préférerais, si vous le permettez, reprendre le débat précédent, parce que c'est sans doute là que je peux vous apporter quelque chose. Là, je ne peux pas vous apporter d'éléments que je n'ai pas. Et je me garderais bien de prendre des positions sur une situation qui est très imbriquée comme celle-là. On pourra en reparler si vous voulez. Mais il y a quand même un débat très clair sur la place des Européens dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, l'assurance vie de notre Europe, c'est l'Alliance Atlantique. Il y a 21 pays de l'Union européenne qui appartiennent aux 30 membres de l'OTAN. Ces pays de l'Union européenne ne pèsent pas assez lourd, je suis d'accord, en termes de capacité militaire. Et donc, il arrive un moment où on a des choix stratégiques à faire et où, par défaut, on est obligé, effectivement, de se reposer sur les États-Unis. L'OTAN, c'est aussi une alliance nucléaire, il faut s'en souvenir. Il y a 3 pays, 3 puissances nucléaires, plus une capacité propre à l'OTAN. Donc, c'est une arme défensive. Et il faut bien créer. Et il n'y a pas d'opposition, me semble-t-il, entre l'Union européenne et l'OTAN. Maintenant, sur la situation, la stratégie de Poutine est claire. Il terrorise, il essaye de faire avancer ses forces là où il le peut, mais elle s'épuise, ses forces. Elle s'épuise, je pense, techniquement, les problèmes de logistique, d'approvisionnement, mais elle s'épuise peut-être aussi un peu moralement. Parce que ce qui devait être des libérateurs se transforme en envahisseurs. Il y a des conscrits, on le sait maintenant, qui retournent parfois dans des cercueils au pays, et ça, je pense que les familles russes commencent à comprendre de quoi il s'agit. Qu'il ne s'agit pas d'une opération de maintien de la paix dans un pays frère, il s'agit d'une guerre contre un pays souverain. Voilà ce que je peux vous dire sur le conflit en ce moment. Et on en est au 15e jour de ce conflit. Et on en est au 15e jour, c'est pas fini. On essaye à chaque fois d'expliquer pourquoi l'avancée rapide qu'espérait Vladimir Poutine n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment les Ukrainiens aujourd'hui se défendent? Quel est leur arsenal? Justement, en termes d'arsenal, je pense que le plus intéressant, celui qu'on a vu sur les images juste avant, c'est l'utilisation des drones. Depuis, on va dire, l'administration Obama, en tant que combattant, on est habitué à travailler avec des drones qui sont plutôt en moyenne altitude, qui permettent de se faire une bonne représentation de ce qui se passe au sol. Et là, on voit qu'il y a une utilisation de la part des Ukrainiens de petits drones. Et on a vu ces derniers jours des livraisons de drones de type commercial, type DJI ou autre. Et là, c'est typiquement des images qui servent en fait, aux Ukrainiens à récupérer un avantage alors qu'ils n'ont pas un contrôle à 100% du ciel, loin de là. Donc, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils inventent, et c'est on va dire une forme de combat assez hybride, avec l'utilisation massive de drones qui leur permet de faire des frappes ciblées très impactantes sur la chaîne logistique russe et également sur des lignes de front, comme apparemment là, on l'a vu. Il y a aussi les lance-missiles solaires Stinger de fabrication américaine. Tout à fait. Donc, je crois que c'est 2000 lance-missiles qui ont été livrés en date du 7 mars dernier. Il y a eu des livraisons de lance-missiles donc américains, les fameux Stinger. Ça pèse à peu près 16 kilos. Ça tire on va dire une sorte de missile qui peut aller à 2 fois la vitesse du son et qui peut abattre un hélicoptère ou un avion qui volerait à basse altitude. Il y a également des versions polonaises. Apparemment, les Anglais vont faire des livraisons aussi. Et donc là, ça permet aux Ukrainiens de faire un petit peu comme faisaient les Afghans lors de la guerre d'Afghanistan contre l'URSS, de faire, on appelle ça de l'agasex, mais de la résistance, de la guérilla. Et puisqu'on parle de l'Afghanistan à cette époque-là, les Russes avaient perdu quand même 451 aéronefs. Il y a aussi 2 batteries de missiles de défense aérienne Patriot qui sont arrivées en Pologne. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi ? Alors,
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le missile Patriot, c'est de la protection. Donc là, on vient mettre en place des systèmes de protection qui ont une capacité à intercepter de l'avion, mais également plus probablement du missile balistique. On sait qu'il y a plus de 700 missiles de croisière qui ont été tirés sur l'Ukraine. Si un venait à continuer tout droit vers la Pologne, les Américains seraient aptes à les intercepter grâce à ces batteries Patriot. Ça explique la résistance des Ukrainiens en ce moment. Le fait qu'ils arrivent à stopper en partie les Russes. Les forces ukrainiennes sont très souples, très agiles, ça a été parfaitement décrit. Ils ont du matériel qui est propre à vraiment rompre les chaînes logistiques et à faire peser une menace permanente sur tous les aéronefs, tout ce qui vole, et y compris d'ailleurs sur les forces terrestres. Mais pour répondre à la question des patriotes, c'est simple, c'est des systèmes solaires, mais c'est des patriotes en fait américains. Ça fait partie des plans de l'OTAN, de déploiement d'un certain nombre de capacités aux frontières pour protéger. L'OTAN est une organisation défensive et donc elle met en place tous les éléments qui constituent une défense de plus en plus robuste. Mais ces systèmes, justement, ils sont américains. Oui. On parlait de l'autonomie européenne. L'Europe ne possède pas des systèmes de cette qualité. Elle en possède un certain nombre, mais pas de cette qualité. Et ça, c'est un déficit. Oui, Natacha. Alors, sur la question de savoir si l'OTAN est une alliance défensive, ça pose quand même deux problèmes. D'abord, la question de savoir contre qui on se défend. Et c'est toute la question de la doctrine de l'OTAN. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pacte de Varsovie a été démantelé, le sens même de l'OTAN a été modifié. Et c'est quand même un point qui doit être éclairci parce qu'il faut définir une doctrine toujours. Et deuxième point, alliance défensive, quand l'OTAN bombarde Belgrade en 99, ça n'est absolument pas une alliance défensive. Et quand l'OTAN va en Libye, là c'est plus compliqué. C'est pour défendre des populations civiles contre un potentiel massacre, mais en excédant le mandat de l'ONU. Et donc, là aussi, ça pose la question de l'alliance défensive. Non, je dis juste ça parce que dire que l'OTAN est une alliance défensive et que les choses sont claires, le problème, c'est que les choses ne sont pas si claires que ça et que dans l'Union européenne, il y a des pays qui considèrent qu'il faudrait, et c'est le cas d'Emmanuel Macron, se bat pour ça, qui considère que l'Union européenne doit penser sa défense, non pas forcément uniquement dans l'OTAN, mais à côté de l'OTAN. Ça, c'est des belles paroles, mais c'est aussi des faits, hein, je suis d'accord avec vous. Il faut resituer chaque action. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, où l'OTAN est intervenue pour stopper les exactions. Et il fallait le faire. J'y étais. Je peux vous assurer qu'on est intervenu beaucoup trop tard. On peut en débattre. En Bosnie-Herzégovine, après le massacre de Srebrenica, vous en débattrez avec qui vous voulez. Le bombardement de Belgrade. Non, ça c'est autre chose. Mais oui, mais c'est de ça dont je parle. Non, vous parlez de ça. Le bombardement de Belgrade en dehors du droit international. L'OTAN, c'est aujourd'hui 30 pays. À l'époque, ça devait être 28. On décidait à l'unanimité que ces actions, mais on n'est pas là pour débattre de ça, que ces actions étaient légitimes par rapport à la charte des Nations Unies. Ça permet de s'interroger sur ce que l'OTAN peut faire ou ne pas faire. Mais l'OTAN reste avant tout. Sa mission prioritaire est essentielle et je n'ai cessé de le défendre quand j'étais commandeur de l'OTAN entre 2012 et 2015. Et entre 2012 et 2015, il s'est passé la première crise de l'Ukraine en 2014. Eh bien, ce que j'ai défendu à l'époque, c'était qu'il fallait redonner à l'OTAN toute sa mission de défense collective, un pour tous, tous pour un. C'était ça l'essence même de l'OTAN. Contre quelle menace ? Eh bien, contre les menaces potentielles qu'on avait vues monter parce que les pays se réarmaient, les grandes puissances se réarmaient, et en particulier la Russie, qui se réarmait d'une manière vraiment outrecuidante par rapport à son économie. On se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? On comprend mieux ce qu'ils veulent en faire. Donc, l'OTAN a une mission défensive. Elle peut intervenir sous certains critères, mais sa mission essentielle, c'est la défense collective. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'États, les États baltes, la Pologne et bien d'autres, qui sont satisfaits d'être, non pas à l'abri, d'être partie de cette famille, un pour tous, tous pour un. Ce qui ne veut pas dire que les Européens ne peuvent pas faire leur boulot. Ils doivent le faire, leur boulot. Non, mais c'est indéniable que la Pologne et les États baltes se sentent beaucoup plus sécurisés au sein de l'OTAN et que la situation telle qu'elle est aujourd'hui aboutit à ce qu'en effet, il faille l'OTAN pour être sûr de préserver les États baltes et la Pologne. Pour autant, si on regarde l'histoire des années 1990, à la fin des années 1990, ce sont les États-Unis qui sortent les premiers et unilatéralement de certains traités de non-prolifération d'armement. On continue à en parler dans un instant, juste après la pub. À tout de suite.
Il y a aussi ce que nous dit le ministère britannique de la Défense dans son bulletin quotidien. Il parle d'une diminution notable de l'activité de l'aviation russe au-dessus de l'Ukraine ces derniers jours. Oui. Et la conclusion qui est faite, c'est de dire que c'est dû à l'efficacité inattendue, à la résistance des défenses aériennes ukrainiennes. Ça, il y a sans doute quelque chose de vrai là-dedans, parce que les Ukrainiens sont bien équipés. Parmi les armes qui sont livrées, il y a des armes défensives extrêmement létales. Les systèmes de défense aérienne très, très mobiles aussi. Et donc, les Russes ne peuvent pas se déployer. Je pense en particulier aux hélicoptères. C'est très important, les hélicoptères sur ce théâtre. Et donc, chaque hélicoptère qui vole en permanence peut être pris à partie. Et puis, des avions d'armes, des avions de chasse qui pourraient voler aussi à basse altitude. Oui, et il y a aussi ce que dit le maire de la ville, le maire de Kiev, qui dit que la moitié des habitants ont réussi à fuir la ville. Dans un instant, Pierre-Henri Chuet va nous rejoindre. Même, il peut venir s'asseoir en direct, Pierre-Henri, qui est donc ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française, auteur du livre Au-delà du cockpit. Hier, à la même heure, on commentait les images de la maternité et de l'hôpital pédiatrique de Mariupol, qui a été bombardée. On avait à ce moment-là seulement le nombre de blessés. Désormais, on parle de 3 morts. Il y a la communication qui est faite par les uns et les autres. Les Ukrainiens accusent les Russes. Les Russes répondent que c'est une mise en scène. Mais il y a les images qui sont là, et ces images sont nombreuses. On a déjà montré des images d'immeubles résidentiels frappés par les Russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces frappes sont menées? Est-ce que, par nature, elles sont imprécises? Alors, on va dire que c'est à peu près depuis la guerre du Vietnam que l'industrie aéronautique, l'industrie de défense a essayé de rendre les frappes le plus précises possible. La première frappe vraiment de précision, c'était pour atteindre un pont lors de la guerre du Vietnam. Et donc, depuis à peu près le milieu des années 60, il y a possibilité de faire des frappes de précision. Pour faire une frappe de précision, il y a différents systèmes. Le système le plus utilisé à l'heure actuelle, c'est du guidage, on va dire GNSS. Alors, le GNSS, c'est du GPS, mais également du GLONASS, donc c'est grâce à des satellites. Les Russes ont leur propre constellation de satellites, donc on peut guider de l'armement de manière quasi métrique grâce aux satellites, c'est une possibilité. L'autre possibilité, qui revient moins cher, c'est grâce à du laser. Donc vous avez un émetteur laser, par exemple, si je vous explique avec un avion, vous avez un avion en vol, et il a un pod en dessous qui va permettre d'éclairer laser la cible. Et tant qu'il éclaire laser, donc tant qu'il envoie comme une image laser, un faisceau laser vers la cible, la bombe qu'il va tirer va suivre ce faisceau laser jusqu'à l'impact. Donc ça, c'est la méthode la plus répandue. Et les Russes ont ce genre d'armement. Les Ukrainiens avaient ce genre d'armement également. Et c'est soit on utilise cet armement très précis, ce qui demande de l'entraînement, de la volonté, également des coûts plus chers, soit on utilise de l'armement moins précis. Et dans ce cas-là, en termes de précision, on reste quand même sur des choses assez précises. On arrive à faire du 10, 20, 30 mètres de précision. Mais ça, c'est pour l'arme aérienne. Après, il y a l'artillerie, c'est encore un autre débat. Oui, et quels sont tous les paramètres qui entrent en jeu au moment où vous faites la frappe? Alors, au moment où on fait la frappe, le plus important, c'est de bien désigner la cible. Et comme le disait le général tout à l'heure, il y a une grosse, on va dire, difficulté pour les Russes d'utiliser la 3e dimension. À l'heure actuelle, si on regarde la plupart des théâtres d'opération où l'OTAN s'est déployée, on avait la supériorité aérienne, ce qui nous permettait en fait à plusieurs milliers de mètres de survoler la zone et de prendre le temps de bien regarder quelle cible on veut attaquer, de prendre le temps de faire ça très proprement, de manière chirurgicale. À l'heure actuelle, dans un espace aérien contesté, apparemment par des systèmes sol-air ukrainiens, eh bien les Russes ont une difficulté à pouvoir prendre le temps de viser, d'ajuster, et ils prennent le risque en fait d'avoir de l'attrition à essayer d'utiliser à moyenne altitude pour faire les frappes. Donc c'est un peu c'est la dichotomie du combat, c'est pas évident, mais en se battant contre l'adversaire, on le prive aussi d'une capacité d'affinage de frappe. Il y a aussi le facteur météo. On parle beaucoup de cette Rasputitsa, le dégel en Russie, enfin en Ukraine, pardon. Oui, ça peut perturber les opérations, mais il y a aussi dans les frappes de profondeur, donc l'artillerie et des missiles sol-sol qui sont mortels. C'est peut-être ce qui a frappé. Le seul point que je voudrais peut-être ajouter à ça, c'est moi j'ai un doute sur les capacités de commandement et de contrôle russes. Vous savez, c'est fondamental dans une guerre d'avoir de bonnes capacités de commandement et de contrôle. Et je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement contrôlé et que ça peut très bien être des initiatives locales sous la pression du pouvoir qui veut atteindre ces résultats. Et il n'est pas impossible que des chefs locaux décident des frappes de cette nature. C'est pas très clair, mais je ne pense pas que le commandement-contrôle soit la force des Russes aujourd'hui.